Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Credo Tété, bonjour. Bonjour Elie, bonjour Rodrigue. Donc je rappelle que Credo Tété est le directeur de publication du journal Le Médium. Rodrigue Aego, il est le correspondant de Canal K ici au Togo. Il est également directeur adjoint du site d'information la gazette du Togo.com. Il est également directeur de la rédaction du journal Le Panorama. Rodrigue, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à mon cher aîné Credo Tété, bonjour également à mon cher ami Happy derrière la vitrée, et sans oublier les fidèles auditeurs de Radio Métropolis et tout le personnel de cette radio qui abat un travail de titan. Merci pour les compliments. Eh bien, Rodrigue, le CAP 2015, le PNP et le groupe des 6, sans oublier le Parti Santé du Peuple, lance le CAR lance donc une nouvelle mobilisation cette semaine. Aujourd'hui même, Liberté écrit les Togolais appelés à se mobiliser devant le palais des congrès ce matin. On dit hier, vous étiez donc à la conférence de presse de ces regroupements politiques. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement de cette rencontre avec la presse? Écoutez, hier, il était donc normal que les partis politiques sortent pour d'abord condamner la répression barbare du 7 dernier, donc qui s'est étendue sur le 8, quand ils observaient un sitting à Décon et au-delà de 22 heures, sans même une sommation, sans même une quelconque discussion avec les responsables qui étaient au milieu de la foule. On a profité d'une coupure de courant improvisée pour prendre en ceinture la place où se tenait donc ce sitting-là. Et rapidement, on a lancé l'assaut de tous les côtés avec des bombes lacrymogènes qu'on a larguées un peu partout, y compris sur les manifestants en plein visage. Donc hier, c'était donc de bon ton que ces partis politiques-là sortent. Je voudrais parler de CAP 2015, du groupe des 6, de Santé du Peuple et du Comité d'action pour le renouveau, qui sont sortis pour condamner cette répression barbare. Figurez-vous qu'à Baie, on a eu un mélange de gendarmes, de policiers, de militaires qui sont allés casser les portes, les portails des maisons, aller jusqu'à chercher les gens dans leurs chambres pour venir les bastonner. Il y a eu également des journalistes qui ont été molestés, d'autres qui ont vu leur matériel de travail confisqué et emporté pour une destination inconnue jusqu'à ce jour, d'autres qui au préalable avaient vu leur accréditation retirée, et donc c'était de bon ton de condamner cette barbarie monstre qui ne dit pas son nom, et d'un autre côté maintenir la flamme. C'est de bonne guerre, vous savez, quand vous faites face à une situation où vous êtes appelé à tenir face à ce que moi je peux appeler de gauche roublardise de ceux que vous avez en face, mais vous ne pouvez pas permettre que la flamme s'éteigne. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ce matin, vu qu'on a annoncé le 5 dernier l'adoption en Conseil des ministres d'un avant-projet de loi portant réforme des articles 52, 59 et 60 de la Constitution togolaise, et qu'on se rende compte que contrairement à ce qui fut fait en 2005, où en moins d'une heure, c'est-à-dire une seule nuit, a suffi pour sodomiser à satiété la Constitution et permettre à M. Fornia Simbe de s'asseoir confortablement sur le fauteuil présidentiel, contrairement à cette théorie-là qui a été savamment appliquée en 2005, qu'on s'attendait quand même qu'il y ait une procédure d'urgence qui soit décrétée pour permettre au peuple de calmer ses ardeurs. Non, on a fait fi de tout ça et on convoque une session extraordinaire pour parler de budget, ce qui n'est plus dans les priorités du peuple togolais. Alors, les partis politiques engagés dans cette action unicitaire ont jugé bon d'appeler le peuple à venir au palais des congrès, parce que après tout c'est la maison du peuple, et normalement sous d'autres cieux dans les pays démocratiques le peuple assiste à ces débats là, et donc c'est pour ça qu'ils les ont appelés à venir ce matin observer un sitting. Non seulement il s'agit d'un sitting, mais également d'un soutien de taille aux députés issus donc de l'opposition, qui vont aller tout simplement dire à leurs collègues du Parlement, donc de la majorité parlementaire ou de UNIR, et leurs alliés, que non, il ne faille pas parler de budget aujourd'hui, mais il faut plutôt engager une procédure d'urgence pour parler de ce dont le peuple souverain a besoin, ce que le peuple exige aujourd'hui. Et
pour également maintenir cette flamme. Vous savez, quand vous vous êtes engagé dans une telle activité publique qui a pour objectif de permettre l'alternance, de permettre au peuple de retrouver sa souveraineté, sa liberté confisquée par une groupuscule de personnalités. Vous comprenez qu'on a besoin quand même d'aller avec des moyens républicains, ce qui explique le fait que les 20 et 21 septembre prochains, que des populations soient conviées à encore une marche pacifique et publique sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que les organisateurs de cette marche étaient autorisés ou de ces manifestations étaient autorisés pour faire un sit-in? Écoutez, on a autorisé... N'est-ce pas vouloir aller contre une décision de l'autorité publique, de l'autorité république, je veux dire étatique? Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'attaquer au contexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que le peuple est en train de manifester pour dénoncer un gouvernement finalement illégitime, parce que la légitimité est conférée par le peuple. Et quand vous voyez le peuple se mettre dans la rue, je ne parle pas de ce peuple-là qui marche pour argent ou pour t-shirt ou pour quoi que ce soit, mais je parle de ce peuple qui se lève de son propre chef, parce que... Et donc nous avons deux peuples, Non, permettez, c'est le même peuple. Mais je suis en train de nuancer pour comprendre à qui veut bien entendre qu'il s'agit ici du peuple. Je ne parle pas, quand on parle d'un peuple, c'est un peuple qu'on n'appelle pas pour intérêt. C'est un peuple qui se lève pour son propre intérêt. Et donc c'est ce peuple qui retire sa légitimité. Et donc face à un gouvernement finalement, ou à un régime finalement illégitime, mais il y a ce que la Constitution garantit qui s'appelle désobéissance civile. Maintenant, si nous sommes dans une logique de désobéissance civile, avec selon la loi qui régit les manifestations publiques au Togo, qu'on dise qu'on ne doit pas manifester avant 6 h du matin ou après 22 h, l'idéal en termes de responsabilité, de morale, voudrait quand même qu'on discute avec son vis-à-vis avant de constater qu'il y a peut-être une résistance et qu'on puisse lancer les assauts. Tant que ça n'a pas été fait, c'est un manque de respect vis-à-vis de son interlocuteur. Mais la loi est connue de tous ces organisateurs. Les organisateurs de cette marche demandent à gouverner le pays quand même. Permettez. Ce n'est pas parce que... Je vous ai parlé tout à l'heure d'un gouvernement illégitime. Et c'est à ce gouvernement illégitime, c'est à ce gouvernement qu'ils se sont adressés pour quand même écoutez, il ne peut pas avoir l'anarchie. Quand vous aspirez par exemple à venir au pouvoir, vous devez respecter, parce qu'il y a d'abord les personnalités qui, ici ce n'est pas un combat engagé contre des personnes, c'est un combat engagé contre un système. Vous comprenez? Il faut nuancer les choses. Normalement, les gens qui sont au gouvernement ne doivent plus avoir de coloration dans leurs agissements. Et ça, c'est dans un État démocratique. Mais ici, on parle de la fonction, Ne parlons pas de unir quand même. Il faut distinguer. Aujourd'hui, au Togo, on ne peut pas parler du gouvernement sans parler de unir, parce que les choses ne sont pas dissociées. Est-ce que les ministres agissent au nom de leur parti? Mais vous les avez vus marcher la dernière fois, vous les avez vus ou pas? Est-ce que vous les avez vus marcher la dernière fois ou pas? Ils réclamaient la paix. Écoutez, quand vous êtes dans des pays civilisés, des pays démocratiques, des pays qui ont encore gardé quelque chose de l'éthique morale, ce sont des incongruités qu'on ne vit pas. Bien, merci Rodrigue Aego pour votre analyse sur la question. Medium, le journal dont je vous parlais tout à l'heure, dont je partageais avec vous la une tout à l'heure, écrit sur le sujet politique réforme constitutionnelle, adoptez vite le projet de loi de modification de la Constitution pour préserver la paix. Un autre sujet, un autre article en parle à la page 3, politique avant projet de révision constitutionnelle, privilégier le consensus et le respect des procédures et des règles prévues par la Constitution elle-même. Credo TT, rebonjour. Rebonjour Eli. Eh bien, Credo TT, vous écrivez adoptez vite le projet de loi de modification de la Constitution pour préserver la paix. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'adoption de ce projet de loi? Non, mais vu les conditions dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, je qui multiplie ces manifestations. Non, je n'ai pas le droit d'être pessimiste quant à l'issue vraiment honorable de ce qui est enclenché autre là. Mais tu permets que je revienne sur certains points avant
truc-là parce que j'ai suivi avec intérêt mon confrère Rodrigue Aïgo tout de suite. Il parlait de discussion. Moi, je dis ce que l'opposition a fait la dernière fois en n'allant plus au lieu de chute de leur marché, puis en restant à Décon. Donc je crois que l'opposition a connaissance de la loi Bodjona, de la loi de 2011. Et qu'à partir de 22 h, donc on ne doit plus rester dans la rue pour manifester. Mais est-ce qu'on va demander au gouvernement... Vous ne dites pas d'une désobéissance civile? Non, une désobéissance civile, donc je crois que c'est encore grave. C'est encore grave. Les militants de l'opposition, on ne peut pas les assimiler au peuple togolais tout entier. Parce que chaque parti politique, que ce soit d'un bord ou d'un autre, a ses militants. Donc les militants de l'opposition ne doivent pas être assimilés au peuple togolais tout entier et autres là. Donc moi je ne vais pas aller dans des considérations partisanes. Mais la désobéissance civile et autres là, donc aucun leader ne l'a dit. Aucun leader ne l'a dit. Mais je suis étonné que le confrère parle de cette logique de... Ouais, c'est mon analyse. Oui, non, je te le concède et autres là, mais je ne pense pas qu'on soit dans cette logique à un certain moment ou bien encore et autres là. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont et autres là. Et lorsqu'on veut parler de peuple, chacun donne une définition du peuple. Et quel est le contexte qui prévaut aujourd'hui? L'opposition a fait sa première journée de marche, ce qui a été vraiment impeccable et autres là. Et apprécié de tous. Apprécié de tous et autres là, parce que ça a été vraiment pacifique. Mais maintenant, le second jour, voilà les leaders de l'opposition qui savent que leur point de chute n'est pas le Carrefour Décon ni la Colombe de la Paix, mais qui ont laissé leurs militants leur imposer ce diktat et autres là en toute irrégularité, en toute violation de la loi sur les manifestations. Donc on doit avoir le courage de dire ça. Nous, on aurait souhaité. Vous pensez que les leaders de l'opposition, de cette opposition qui organise ces marches, sont contrôlés par la masse? Non, du moment où je prends mon confrère Rodrigue au mot, lorsqu'il parle dans ses analyses de désobéissance civile et autres là. Donc moi je peux également faire des analyses que un pan de cette désobéissance civile, c'est justement le fait que les militants de l'opposition, qui ne sont pas définitivement le peuple togolais, ont voulu rester à Décon pour désobéir et autres là. Mais ce n'est pas le peuple togolais qui a désobéi. Ce n'est pas le peuple togolais qui a désobéi. Nous avons toujours dit ce que réclame l'opposition, la mise en œuvre des réformes et autres là. Ça, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Même du côté du gouvernement ou bien du parti au pouvoir, ils disent, ils soutiennent qu'ils sont pour les réformes et autres là. Maintenant, c'est le mécanisme. Cela fait 11 ans que ces réformes sont... Cela fait 11 ans. Mais oui, cela fait 11 ans. Depuis 2006 qu'on a signé la PG et autres là. Est-ce que vous pensez que le parti au pouvoir pouvait délibérément ou bien unilatéralement faire les réformes? Ça a été fait en 2005. Non, les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, vous permettez... En 2005, nous avons dénoncé cela. Nous n'étions pas d'accord et autres là. Parce que en 2005, le contexte a évolué aujourd'hui. Parce qu'en 2005, le chef de l'État a été imposé par les hommes entre eux, mais nous avons vu aussi comment cela a été fait. Donc aujourd'hui, qu'il y a eu un avant-projet de loi au niveau du gouvernement, que l'avant-projet de loi suive le cours normal et autres là, et parce que c'est la voie parlementaire qui est choisie. Précisons que le chef de l'État a deux options, soit il a la voie référendaire ou bien la voie parlementaire. Donc, du moment où l'avant-projet de loi a été adopté au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement en Conseil des ministres, on l'envoie au niveau du Parlement. Donc, je crois que la bataille revient maintenant aux députés, le débat revient maintenant aux députés au niveau du Parlement. Parce qu'aujourd'hui, disons la vérité, il faut le 4/5e pour faire cette révision constitutionnelle. UNIR n'a pas les 4/5e. Le groupe parlementaire ANC ne l'a pas. Les autres groupes parlementaires ou les autres députés ne l'ont pas. Donc, il faut aller à une discussion pour déboucher sur un consensus. Mais moi, je dis, cette situation que nous avons aujourd'hui découle d'un certain nombre de faits. Parce que avant l'arrivée de M. Tipi Achadam sur la scène politique, mais les leaders, que ce soit les chefs de file de l'opposition, parlaient de la mise en œuvre des réformes. Donc c'est M. Tipi Achadam qui est venu parler de la constitution, de la C92 et autres là. Et subitement, cette mutation a été faite. Jean-Pierre Fabre et ses collaborateurs disent ils disent la même chose avec des mots différents.
Non, ils disent la même chose avec des mots différents. Le retour à la Constitution de 1992. Non, le retour, les revendications de l'opposition aujourd'hui, on peut les résumer en 3 points. Donc la limitation du mandat, le scrutin à 2 tours, plus le vote de la diaspora. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, dans l'avant-projet qui a été fait... Il ne faut pas ignorer les réformes électorales. Non, lorsqu'on parle des réformes constitutionnelles et puis autres là, non, l'une des réformes électorales, c'est quoi? C'est le mot de... Oui, vous avez dit l'une. Non, je dis l'une. Oui. L'une des trucs là. Donc c'est le mode de scrutin. Avant tout, la limitation du mandat aussi. Ne signifie pas laisse-moi parler et après tu auras la parole, cher Rodrigue. Et autres là. Donc aujourd'hui, qu'on veuille aller ou bien qu'on veuille dupliquer l'expérience du Burkina, je dis non, que l'opposition est en train de faire fausse route et autres là. Moi, j'aurais souhaité que l'opposition, ou du moins l'opposition parlementaire, joue pleinement sa partition au niveau du Parlement et autres là. Également, lorsque mon ami Rodrigue parlait, donc il a dit, oui, l'avant-projet a été adopté, et autres là. C'est vrai que l'opposition dit maintenant que c'est la démission du chef de l'État qu'il réclame et autres là. Mais réclamer la définition du chef de l'État, mais ça c'est aussi facile. Quels sont les moyens qu'ils ont pour acter cette démission du chef de l'État? J'en capable de négocier, de discuter désormais des conditions de départ de Jean. C'est la même erreur que notre opposition a faite en 2012 lorsqu'il s'était agi des actions du CSC, du collectif Sauvons le Togo. Nous avons, à un certain moment, quand le pouvoir était, disons, acculé, le pouvoir a manifesté sa volonté de discussion. Mais ils ont posé que l'une des conditions pour se mettre là, ou bien s'ils doivent aller à la table, c'est négocier, c'est discuter des conditions de départ du chef de l'État. C'est le même schéma qu'ils sont en train de dire. Je peux comprendre qu'ils sont en train de faire de la surenchère, de mettre la pression sur le gouvernement. On peut également comprendre que discuter des conditions de départ de Faure Gnassingbé, c'est donc parler de la limitation du mandat présidentiel et les conditions de son application. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas ce qu'on nous avait dit en 2012, ce n'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a même laissé le débat sur les réformes. Donc on dit, ce que nous voulons, c'est la démission du chef de l'État. Donc c'est le même schéma qui n'a pas prospéré en 2012 qu'on veut dupliquer et autres là. Mais le grand perdant, ce sont les populations togolaises. Parce que moi, j'ai comme l'impression que nos politiques abusent des populations togolaises parce qu'ils sont dans un schéma, je ne sais pas ce qu'ils veulent conserver. Moi, je suis partant pour que, et puis je soutiendrai toujours que le débat soit fait dans les règles de l'art, que le débat soit fait au niveau du Parlement. Si tu permets, je vais terminer sur ce point. Au niveau du Parlement, c'est vrai, tu as déploré que tout le monde, pour le commun de mortels, on s'attendait que à la session, à l'ouverture de la session extraordinaire, que ce projet, que cet avant-projet de loi... Puisque c'est l'urgence de l'heure. L'urgence de l'heure. Mais moi, je vais citer, c'est pas moi qui le dis, mais je cite le secrétaire de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui a dit que la procédure d'urgence ne s'applique pas en termes de révision constitutionnelle. Donc c'est lui qui l'a dit. Et il a même évoqué l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée. Donc je suppose que tous les députés doivent avoir la connaissance de ça et autres là. Maintenant, la session extraordinaire a été programmée même avant que le gouvernement ne veuille introduire ce projet de loi. Et autres là, parce que la session qui va commencer même aujourd'hui, selon M. Alphonse Ouagena, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, c'est que cette session même est à huis clos. Parce que cette session va connaître du débat sur le budget parlementaire. Et que c'est la pratique, c'est la procédure parlementaire. Voilà des informations qu'on nous donne. Mais moi je dis, ce n'est pas encore perdu. L'opposition peut faire la pression nécessaire au niveau du Parlement afin qu'on inscrive l'étude de cet avant-projet de loi et autres là, après avoir suivi les procédures. La procédure normale, c'est quoi? C'est que lorsque le gouvernement envoie l'avant-projet de loi avec un exposé des motifs, ça atterrit sur la table du président de l'Assemblée. Dans un premier temps, le président de l'Assemblée convoque la conférence des présidents. Après la conférence des présidents, il y a la commission des lois et autres là. Nous avons suivi les explications de Dr Kampati, mais des explications qui sont aussi insuffisantes parce que lui, il dit que la procédure d'urgence pouvait intervenir, mais pas par rapport
à cet avant-projet de loi, mais qu'on devait mettre sur la table la C92, la condition 92, et que l'exposé des motifs même devait être un peu élagué pour dire que c'est ça qu'on veut autre là. Donc je crois que nos politiques ont l'impérieux devoir d'avoir un langage de vérité envers la population, envers le peuple. Qu'est-ce qui devait être fait? Au niveau, l'opposition parlementaire, qui est dans la rue et autres là, savait que la session extraordinaire de ce jour, qui va être ouverte ce jour, ne pouvait pas connaître de cet avant-projet, de l'étude de cet avant-projet, parce que l'ordre du jour était déjà préétabli. Eh bien, un auditeur qui nous suit nous écrit ceci: nous les opprimés, affamés, avons repris enfin notre indépendance, notre pouvoir. Nous ferons nos réformes et nos gouvernements dans la rue. Et la rue. On parle toujours de la rue. Rodrigue Aego, dites-moi, est-ce que vous pensez en tant qu'analyste politique que cette mobilisation populaire pourrait faire fléchir le pouvoir en termes des réformes immédiates? Ben, écoutez, je crois que le pouvoir a donné une réponse à votre question. Ils l'ont donné à travers leurs agissements. Vous avez vu que le 5, parce que voulant désamorcer cette manifestation du peuple, je réitère qu'il s'agit du peuple. Il s'agit du peuple, et quand vous les voyez, vous allez dans la foule, vous entendez scander « Omuyomio, Omplemio, Miontoweva », et ça c'est le peuple, c'est la voix du peuple. Papa, je ne parle pas des gens qui marchent pour aller se discutailler autour de 5 000 de billets de banque. Je ne parle pas de ça. Je parle du peuple togolais. Et ça, c'est ce que je veux préciser. Maintenant, oui, le gouvernement a voulu désamorcer, et le 5, un conseil des ministres, rapidement, ils ont annoncé comme quoi ils ont adopté un avant-projet de loi portant réforme des articles 52, 59 et 60. Mais juste après l'annonce. Ça, c'est un. C'est pour dire que il y a la pression du peuple. Secondo, vous avez vu que juste après la lecture du communiqué, après le journal de 20 h sur la télévision nationale, ben, ils sont allés à une première forfaiture en coupant la connexion Internet au Togo. Une anomalie monstre pour un gouvernement qui pense qu'on ne doit pas mobiliser la nation numéro 1 de 7 h, de 8 h à midi, et que ça allait bloquer l'économie, mais qui se permet de bloquer l'économie sur 5 jours en coupant la connexion Internet. Ça, c'est la seconde forfaiture. La deuxième, c'est l'usage disproportionné de la force. Et quand vous prenez ça, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les gens pensent que nous avons la force et donc nous pouvons tout imposer à un peuple. Comme le disent les hommes politiques, je voudrais bien les paraphraser, aucune force aussi puissante ne peut venir à bout de la détermination d'un peuple décidé à arracher sa liberté et sa souveraineté confisquée. Maintenant, permettez, aujourd'hui, ce qu'il faut préciser, c'est que il faut permettre aux gens de comprendre, hein, il n'y a pas de voix discordante au sein du groupe des 14 partis politiques qui s'est réuni aujourd'hui dans cette action unicitaire. Quand on parle par exemple du retour à la Constitution de 92, mais c'est au parti au pouvoir de tirer les conséquences. Le retour à la Constitution de 92, mais la Constitution en son article 59 dit clairement, en son alinéa 2, qu'en aucun cas, nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. Et ça, c'est au régime de tirer les conclusions qui s'imposent. Quand vous prenez le vote de la diaspora, c'est contenu dans l'article 5 de la même constitution qui dit que le vote est universel. Ça voudra dire que vous, Élie, vous êtes Togolais. Ce n'est pas parce que vous vous trouvez au Ghana, ou en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, que vous ne pouvez plus voter. Moi, je vois dans mon pays nos forces de l'ordre qui gazent et qui vont jusqu'à battre les gens sur leur lit, dans les chambres. Je les vois protéger des citoyens d'autres pays devant leur consulat et ambassade pour voter. Et donc le droit de vote, ce n'est pas une invention. Et quand vous prenez les réformes électorales, mon confrère a pointé du doigt tout à l'heure le mode de scrutin. Le mode de scrutin seul ne suffit pas pour parler de réforme électorale. Vous voyez la composition même de la CENI, vous voyez cette composition où les gens sont obligés de faire allégeance. Les gens sont obligés de tronquer des résultats. Prenez les résultats de 2015, qui jusqu'à ce jour ne tombent pas à 100%. Dans quel pays vous avez une fois vu ça? Vous l'avez vu où? Prenez la composition de cette CENI, où des gens se sont arrogés le droit de paternité sur la CENI, allant jusqu'à empêcher leurs collègues de venir siéger au sein de cette CENI. Tout ça, ça rentre dans les réformes électorales. Et donc, quand on prend tous ces points, l'opposition est claire, ce sont les revendications. Maintenant, la conséquence immédiate du retour à la Constitution de 92, c'est que le chef de l'État actuel, qui est déjà au-delà de 2 mandats, puisse tirer les conclusions. Maintenant, parlant de la rue,
Le peuple exprime clairement ce qu'il veut. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis journaliste. Nous avons suivi la tournée que moi j'appelle finalement promenade de santé de la commission dite d'intellectuels qui va proposer je ne sais quoi, quel test au peuple togolais. Mais partout, le peuple a été clair. Même jusque dans les localités considérées comme fiefs du régime, le peuple a exprimé son désir ardent de voir s'opérer ces réformes. Ah ouais, non, n'a pas dit le contraire. Elle a dit permettez. Et maintenant, là où les gens veulent prendre l'échafaudage, comment voulez-vous être sérieux ou qu'on vous prenne au sérieux lorsque vous envoyez un signal comme quoi vous avez adopté en Conseil des ministres un avant-projet de loi qui parle un tout petit peu de cette exigence ou ces exigences du peuple et que vous ne soyez pas en mesure de prendre des dispositions pour que ça aboutisse. Parce que je vous rappelle, je le réitère, au Togo, nous n'allons pas, je le dis tout le temps, réinventer la roue. Elle a été déjà inventée. En 2005, les gens qui crient aujourd'hui respecter la procédure, ils étaient où? Quand hier en 2005, cette même procédure a été bâclée, violée, tripatouillée, pour déverrouiller une situation qui va permettre à leurs champions de s'asseoir confortablement. Est-ce que le contexte parlementaire était le même? Permettez. Qu'est-ce que vous mettez dans le contexte parlementaire le même? Aujourd'hui, l'UNIR a besoin de 11 députés d'opposition parlementaire pour... Écoutez. La question que je vous pose, c'est de savoir si hier là, c'était fait dans ce contexte-là, en 2005. C'était fait comme ça, dans ce contexte-là? Non, vous avez la majorité, n'est-ce pas? Permettez, est-ce que c'était fait dans ce contexte-là? Mon confrère l'a dit, qu'on a imposé. Vous avez compris? Mais les faits sont têtus. C'est un drame de l'histoire politique du Togo. Un drame politique. Maintenant que les gens sont conscients que nous avons usurpé d'une souveraineté qui n'est pas venue de ce peuple qui est souverain. Mais après il faut permettre, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne peut pas redonner tranquillement au peuple ce qu'on lui a confisqué comme souveraineté. Et pour chuter, parce que je ne vais pas trop parler pour dire la même chose. Par où les gens se sont passés en 2005 et bien avant pour tripatouiller ou écorner la volonté populaire exprimée à travers le référendum de 92, que les gens reviennent, le référendum de septembre 92, que les gens reviennent et qu'ils donnent au peuple. C'est assez facile, c'est assez tranquille. On ne va pas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se mettre à nous faire une littérature qui n'a pas lieu d'être. Oui, Cré de Tété, le gouvernement, selon les dires de notre confrère Rodrigue Aego, le gouvernement a donné une première réponse. J'ai parlé de signal. De signal, c'est ça. C'est ça, d'un premier signal en annonçant un avant-projet de loi qui porte donc les germes de ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais juste quelques heures après l'annonce du gouvernement de cet avant-projet de loi, Jean-Pierre Fabre a dit que c'est du passé et que désormais, ce qu'il désire, c'est le départ immédiat de Fonia Singé. Non, c'est là où moi je parlerai de l'inconséquence de nos hommes politiques. C'est un rejet quand même de cet avant de loi. Oui, non, mais je crois que Jean-Pierre Fabre a été avalé par M. Tipi Achadam qui, craignant que M. Tipi Achadam ne lui prenne la vedette, est obligé de s'inscrire dans cette logique. Et je crois que c'est dangereux pour un homme politique parce que M. Jean-Pierre Fabre est devenu aujourd'hui une girouette. C'est quelqu'un qui a peur, qui a peur même de ses pairs de l'opposition, dont le premier est aujourd'hui M. Tipi Achadam. Disons-nous la vérité. M. Tipi Achadam aujourd'hui a ravi la vedette à M. Jean-Pierre Fabre. Tipi Achadam également parle de dilatoire de la part du gouvernement, en estimant qu'il faut désormais aller... Oui, pour M. Tipi Achadam, nous devons comprendre. M. Tipi Achadam, son langage depuis le 19 août a été le retour à la Constitution, à la C92 et autres là. Donc ça n'a pas changé. Même ça a évolué dans les manières de revendiquer cela et autres là. Maintenant, je voudrais qu'on comprenne, ou bien qu'on fasse comprendre quelque chose. Le contexte de 2005, ce n'est plus le même contexte aujourd'hui. En 2005, nous avons vu que des officiers ont fait des allégeances. Et comment est-ce que cela a été goupillé par les hommes en treillis? Nous le savons. Vous l'avez dénoncé à l'époque. Nous tous, nous savions dénoncer. Et je crois que le peuple même a dénoncé cela. C'est ce qui a fait que le chef de l'État
c'était même ravisé. On a vu M. Abbas Bonfo monter comme président et jusqu'à organiser les élections et autres là. Donc si c'est que, avec toutes les dénonciations en 2005, la procédure n'a pas été revue et autres là, donc on peut dire que l'exercice qui a été fait... Quand vous dites la procédure, permettez juste une parenthèse, quand vous dites la procédure a été remise à sa place, je dis non, c'est une tromperie, une duplicité, une duperie. Parce que l'âge requis pour être présidentiable au Togo, c'est quel âge? Non, dites-le moi sincèrement. Est-ce que ça a été remis? Je parle de 2005. Allons, retournons à 2005 avant la sodomisation de la Constitution pour une énième fois. C'est la Constitution qui était d'application. C'était la Constitution modifiée. Oui, mais l'âge n'était pas modifié. Retournez, reprenez. C'est pour ça que je vous dis que les faits sont têtus. On ne va pas... Écoutez, c'est trop facile de... Moi, ce qui me fait mal... Mais que de Tété estime que ce contexte est révolu. C'est une parenthèse, je tenais juste... Parce que c'est lui qui parle, je tenais juste à signifier que par rapport à l'âge, rien n'a été remis à sa place. C'est cette forfaiture qui a démarré avec l'imposition, qui a continué jusqu'à aboutir. Et c'est ça qui nous poursuit jusqu'à ce jour. Ah bien, c'est votre analyse. Oui, je crois que c'est son analyse, tu l'as dit très bien et autres là. Parce que la forfaiture serait consommée si M. Faure Gnassingbé ne démissionnait pas et puis ne postulait pas à la magistrature. Mais il n'avait pas l'âge de poste, il n'avait pas l'âge d'être candidat. Mais pourquoi l'opposition a accepté aller donc l'opposition a été vraiment silencieuse. Pardon, l'opposition a été silencieuse. Pourquoi est-ce que l'opposition a été... Non, vous permettez, moi ma question... Vous voulez qu'on ressorte les écrits? Moi ma question est... Je préfère qu'on ressorte les écrits d'Alain. Mais moi je dis, l'opposition a été complice même de cette situation-là. Moi la question... pouvait dénoncer ce rapport. Je suis désolé. Non, mais l'opposition pouvait le faire aussi. Allez-y, je suis désolé. Ma question à vous deux, à qui veut la prendre, est celle de savoir et pourquoi l'opposition a-t-elle accepté aller dans une élection, sachant très bien que les fondamentales de cette constitution ont été extirpées. Monsieur, cher confrère Élie, je vais vous donner une réponse nette. En 1994, vous êtes tous d'accord que les gens continuent d'accuser l'opposition, même parlant de cette sodomisation de la Constitution, que c'est le boycott des élections en 1994 qui a permis au pouvoir de s'enfermer dans une chambre. Permettez de s'asseoir pour modifier la Constitution et permettre au feu général Gnassingbé Eyadema de se représenter. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, mais est-ce que est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Vous savez, on ne peut plus aujourd'hui, les mêmes qui hier critiquaient l'opposition d'avoir boycotté pour favoriser la sodomisation de la Constitution, qu'on revienne aujourd'hui leur dire pourquoi vous n'avez plus boycotté. Je dis c'est la langue de bois, je m'arrête là. Eh bien, Credo, Tété, je le disais tantôt, désormais c'est le départ immédiat de Faure Gnassingbé qui est réclamé dans les rues de Lomé et partout sur l'étendue du territoire national. On constate donc qu'il y a des manifestations toujours allant dans le même sens. On a écouté ou on a vu le président, l'ancien président Jerry John Rawlings également s'intéresser à la question politique du pays. Le président, l'ancien président nigérien Obasanjo s'est également prononcé sur la question. Certains observateurs pensent d'ailleurs qu'il faut sortir du juridisme pour parler, pour faire de ces questions de réforme des questions essentiellement politiques. Parce que selon leur explication, si on se table seulement sur le juridisme, cette question où on ne trouvera pas réponse aux réformes politiques souhaitées par tout le peuple togolais. Non, je crois que les réformes politiques ne doivent pas descendre du ciel. Donc ça doit avoir toujours un soubassement juridique. Et là, les réformes politiques, c'est dans la Constitution. Et puis la Constitution, ce sont des textes de loi. Si on prend essentiellement l'aspect juridique de la question, ne donnerait-on pas raison à l'opposition qui réclame le départ immédiat de Faure Gnassingbé au lendemain de la mise en place de ces réformes? On donnerait raison à cette opposition si c'est la Constitution de 92 qui est d'actualité. Mais c'est la Constitution de 92 modifiée qui est d'actualité. Parce que dans la Constitution... Dans cet article qui demande... Non. Lorsque cet article a été modifié, le truc en aucun cas a été enlevé, oui ou non. Donc nous sommes d'accord. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Constitution n'a pas encore subi une nouvelle modification. Donc c'est l'article 59 qui dit... Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans. 5 ans, il est rééligible. Ce qui n'était pas le cas en 1992, où on dit après un deux mandats en aucun...
qui dit clairement qu'on ne peut rien obtenir avec ce Parlement. Et c'est vrai, on ne peut rien obtenir pour le peuple avec ce Parlement. On peut juste permettez. C'est parce que dans un courrier-réponse adressé au chef de file de l'opposition, le chef de l'État lui a dit qu'heureusement nous avons un Parlement multicolore aujourd'hui où peuvent se faire les débats. Et pour normal, c'est pour ça que je dis que les faits sont têtus. Pour un gouvernement qui envoie un projet de loi au Parlement et que la majorité au sein de laquelle il est issu rejette ce projet-là, la conséquence immédiate, c'est la démission de ce gouvernement. On n'en a pas vu. C'est pour vous dire que les gens ne se comportent pas comme étant dans une république et nous n'en sommes pas dans une. Sinon, dans une république, c'est le peuple qui est souverain. Et quand vous faites semblant d'écouter la voix du peuple et vous envoyez un signal que vous ne pouvez plus respecter, mais je suis ahuri de constater qu'on puisse penser que c'est à ce Parlement, c'est devant ce Parlement, parce que devant ce Parlement, les choses sont claires. S'il faut voter ce qui doit plaire à quelqu'un, ça passe vite comme une lettre à la poste. Mais s'il faut voter ce qui doit permettre au peuple de s'épanouir, de rentrer dans son droit, ça fait problème. Et vous voulez qu'on aille discuter de quoi devant ce Parlement? Prenez la loi sur la communalisation au Togo. Ils ont mis en place un comité de suivi représenté par au moins, je crois, 8 membres de l'opposition sur la 80aine. Mais figurez-vous que la loi sur la communalisation a été découverte par les membres les représentants de l'opposition au sein de ce comité de suivi-là, en plénière. Ça, c'est quel comportement? De quelle assemblée? Vous voulez que... Non, écoutez, aujourd'hui, tel que je l'ai dit, si les gens respectent leurs paroles, parce que la dignité de l'homme, c'est aussi le respect de sa parole. Si les gens veulent respecter leurs paroles, parce que aujourd'hui, ce que je voudrais rappeler à tous, à moi, à mon cher confrère, peut-être à vous-même et à tous les Togolais, qu'un Togo en difficulté n'arrange pas Rodrigue, ni ma famille, n'arrange personne, n'arrange pas toi et lui, n'arrange pas mon cher confrère Credo Tété. Et aujourd'hui, ce qu'il faille faire, c'est d'appeler tous ces hommes politiques à donner au peuple ce qu'il veut. Quand je dis tous ces hommes politiques... Vous parlez de l'UNIR et de l'opposition. Et de l'opposition. Mais le constat est clair. Si UNIR veut réellement opérer les réformes, comment pensez-vous qu'on puisse... comment dirais-je, adopter en conseil des ministres, ça ce sont des anomalies, ça me fait rire, un avant-projet de loi portant modification des articles, et qu'à Abidjan, le chef du gouvernement tienne un autre propos. Quand vous prenez, vous analysez ça, le contexte, c'est la roublardise, la duplicité, la duperie, du dilatoire, qui ne dit pas son nom. Et quand vous faites face à des gens qui n'ont que ça comme stratégie depuis plus de 50 ans en matière de gouvernance, mais écoutez, je le répète, aucun homme fort, aucune force extraterrestre qu'elle soit, ne peut venir à bout d'un peuple souverain décidé à arracher sa souveraineté et sa liberté confisquée. Vous parlez d'une révolution populaire? C'est toi qui le prononces. Je dis, je reprends la phrase pour que tu comprennes, qui veut comprendre. Aucune force, aucun homme aussi puissant soit-il, ne peut venir à bout d'un peuple déterminé à arracher sa liberté et souveraineté confisquée. En tout cas, d'aucuns pensent qu'une révolution populaire dans le contexte politique actuel du pays n'avantagerait personne. Et Credo Tété, certains analystes, tout comme avait dit Maître Yanvi à Boibo, Maître Jean Yanvi d'Egli, et sans oublier également Agbeome Kodjo, ils avaient dit que si le prix à payer pour avoir ces réformes était donc de donner un nouveau mandat à Fonya Simbe, il faut donc payer ce prix pour avoir les réformes. C'est essentiellement le bémol de l'opérationnalisation de ces réformes. Non, moi je crois que c'est le débat qui a été fait en 2014. Et en 2014, je crois que c'est en janvier où M. Jean-Pierre Fabre a été catégorique pour parler de la rétroactivité de la loi. Même en mai 2014, l'ANC a marqué sa position aussi dure. Il nous en souvient également qu'en 2014, parce qu'en 2014, je crois que c'est le gouvernement qui a introduit un projet de loi, mais on ne sait pas comment les choses se sont faites. Ce projet de loi n'est pas passé, autre là. Donc ça, nous le déplorons. Mais lorsqu'on voudrait
regarder dans le rétroviseur, comme mon confrère, mon cher Rodrigue l'a fait, mais je crois qu'on doit regarder dans le rétroviseur les yeux bien écarquillés. Il nous en souvient également qu'en 2014, le CAR et ADI ont introduit un projet de loi pour les réformes constitutionnelles. Mais dans ce projet de loi, le CAR et l'ADI n'ont pas insisté sur la rétroactivité. Ce débat pouvait prospérer, mais c'est au niveau de l'ANC que les pressions ont été faites et puis la procédure n'a pas abouti. Donc, parce qu'en 2014, là, le CAR et ADI qui avait introduit de façon commune ce projet de révision constitutionnelle, ça pouvait prospérer. Mais ça ne faisait pas l'affaire de l'ANC parce qu'on ne parlait pas de la rétroactivité. Non, c'est faux. Mais on a vu. Non, c'est faux. Non, mais ça, c'est déjà vrai. Faux. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune proposition. Non, mais attendez. Non. Je dis c'est archi faux. Il n'y a aucune proposition aujourd'hui de loi qui constitue en ligne écrite rétroactivité d'une loi. Il n'y en a pas. Que ce soit ce que le gouvernement a introduit ou que ce soit les différents partis introduits, ça n'existe pas. Il faut le dire au peuple. Il faut le dire au peuple. La rétroactivité ne figure dans aucun document. Il n'a pas la parole. Ça fait la deuxième fois qu'il le fait. Le respect mutuel, c'est de laisser l'autre faire son développement et lorsqu'on dans des choses. Mais moi, je suis étonné de voir M. Rodrigue Aego réagir de cette façon. Mais est-ce qu'il voudrait me dire que le CAR et puis l'ADI n'avaient pas introduit un projet de loi et ils ont écrit rétroactivité dedans? Non, ils n'ont pas, justement c'est ça. Prends la peine d'écouter ce qu'on dit et après tu peux répondre. Tu ne prends pas la peine d'écouter et maintenant tu veux te lancer dans le débat. Je dis non, j'ai bien écouté. Non, ça ne figure dans aucun document. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas ce que tu crois et autres là. Prends la patience d'écouter. Donc il ne faut pas dire que c'est le débat autour de l'autorité qui a fait jouer une loi quelconque. Non. Ce que je voudrais dire, M. Rodrigue Aego, tu dois avoir la patience d'écouter. Je suis très patient. Et après, si tu veux rebondir pour donner d'autres éléments d'appréciation, tu pourrais le faire. J'étais en train de dire qu'en 2014, le CAR et ADI avait introduit un projet de loi de révision constitutionnelle aussi. Mais dans ce projet de loi, dans cette proposition, ils n'ont pas insisté sur la rétroactivité. Donc c'est ça qui a fait achoper même au niveau de l'opposition. Donc c'est juste pour étayer ce que tu as dit, que même dans cette classe politique de l'opposition, en 2014, nous avons vu que l'opposition était divisée. Sur cette question de rétroactivité. Sur cette question de rétroactivité. Et déjà, des leaders politiques ont pris la parole pour dire, mais si c'est le sacrifice, allons gagnons du terrain et après on peut voir. Mais on a vu que c'est le radicalisme, la radicalité de l'ANC qui n'a pas facilité cela, qu'on ait l'humilité de le dire, parce que ce que nous devons dire, c'est pour donner le champ de réflexion aux populations et non chercher à cadenasser les populations dans une stratégie de réflexion. Donc, moi, je crois, et le débat aujourd'hui, M. Rodrigue Aego a dénié, disons, les compétences à notre Parlement que nous avons aujourd'hui pour connaître de cet avant-projet de loi. Alors, la grande question qu'on se pose, où se feraient désormais les réformes? Non, où se feraient les réformes? Mais moi, je voudrais même m'interroger sur la présence des leaders de l'opposition même au sein de ce Parlement. Donc, est-ce qu'il voudrait me dire que les leaders de l'opposition seraient incapables de faire le débat parlementaire? Parce qu'aujourd'hui, UNIR ne peut pas se lever et faire à lui seul cette révision constitutionnelle. Parce que UNIR n'a que 62 députés, alors qu'il faut 73 députés. UNIR a besoin de l'opposition, de 11 députés avant de faire passer. L'opposition aussi ne peut pas se lever pour le faire. Mais le débat n'est pas exclu. On peut aller au débat et les insuffisances même. Moi, j'aurais souhaité que lorsqu'on constate qu'il y a des insuffisances dedans, qu'on fasse le débat et autres là. Ça va passer par la conférence des présidents, ça va passer par la commission des lois, ça va venir en débat en plénière. Mais l'opposition peut faire valoir toutes ces propositions. Et l'opposition a l'assurance même que si nous ne votons pas, UNIR aussi ne peut pas faire à lui seul, ne peut pas faire prospérer cet avant-projet de loi. Mais où est encore le problème? La condition à écouter donc les différents responsables du parti au pouvoir, UNIR, la condition donc qu'ils imposent pour faire ces réformes, on ne va pas le dire par quatre chemins, cette condition c'est la remise du compteur à zéro ou un nouveau mandat pour Fonia Simbe. Est-ce que l'opposition est prête aujourd'hui à accepter à faire ce sacrifice?
Je crois que moi, je ne suis pas de l'opposition. Vous feriez mieux de poser la question aux opposants. Mais à les écouter, ils ont été clairs. Quand ils vous disent que nous voulons retourner à la Constitution de 92, qui dispose en alinéa de l'article 59, en aucun cas nul ne peut faire au-delà de 2 mandats, je vous ai dit qu'il revient au régime de tirer les conséquences et les conclusions. Quand je veux faire 3 mises au point. La première mise au point, Tikpi Achadam n'a jamais parlé du départ de Faure Gnassingbé. Vous comprenez? Il parle du retour à la Constitution de 92. Je l'avais déjà fait à l'entame de cette émission. Et les autres, lui, il parle du retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora. Les autres parlent de réformes électorales. Et des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, toutes ces forces-là, hier, le CAR, par exemple, avait une autre position. Aujourd'hui, toutes ces forces se retrouvent au sein d'une même entité. Est-ce qu'ils tiennent le même langage? Permettez, ils tiennent le même langage. Je vous l'ai expliqué en début, je ne vais plus revenir là-dessus. Je vous ai dit que quand on dit départ de Faure Gnassingbé, et logiquement, quand vous analysez le retour à la Constitution de 92, les deux choses se rejoignent. Donc, ne me faites pas redire des choses. La deuxième mise au point, c'est qu'il n'y a nulle part où il a été écrit, dans aucun de ces projets de loi envoyés, que ce soit celui envoyé par le gouvernement, ou les députés ANC a dit, ou encore les autres du CAR et trucs là, au Parlement, il n'y a nulle part où il a été écrit rétroactivité. On ne l'écrit jamais, d'ailleurs. La loi, elle est impersonnelle. Et ce sont malheureusement les députés du RPT UNIR qui ont longtemps joué sur les mots consensus, rétroactivité, mise du compteur à zéro. Dites-moi là où l'opposition a inventé quelque chose ici. C'est eux. C'est eux qui viennent avec. C'est eux qui viennent avec. Et donc on a le courage de le dire. Et si c'était la garantie pour pouvoir faire les réformes? La garantie. Combien de garanties vous voulez? Je ne sais pas ce que d'ailleurs vous mettez dans garantie. Je vous ai répondu dans ce studio une fois, je vais encore être clair. Si ce que vous mettez dans garantie, c'est que les gens aillent s'agenouiller devant M. Faure Gnassingbé, écoutez, nous sommes d'accord, restez sur le fauteuil ad vitam et que jusqu'à votre mort, ben écoutez, si c'est ça que vous mettez, allez poser la question aux responsables politiques des partis de l'opposition, vont vous donner la réponse. Moi, en tant que citoyen, je ne pense pas que c'est ce qu'il faille faire. Parce que je vous ai toujours donné mon exemple. Quand nous étions en cours primaire, nos instituteurs venaient, ils nous demandaient de prendre un bout de papier, d'écrire ce que nous voulions devenir après nos études. Et moi j'écrivais, je voulais devenir président de la République. Vous comprenez? J'étais au cours élémentaire première année, CE1, président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ça, on peut encore avoir, je ne sais pas, on peut encore aboutir dans cette vision d'enfance, oui, mais qui n'est pas loin de devenir réalité, parce que ça devient réalité ailleurs. C'est parce que la loi au Togo n'est pas impersonnelle jusque-là. Tout se fait pour plaire à quelqu'un. Tout se fait pour permettre à quelqu'un de s'asseoir et de gouverner sa société. Tout se fait pour permettre à quelqu'un de prendre la souveraineté de tout un peuple qui n'est pas d'accord avec lui. Si c'est ça, écoutez, quand les gens parlent de thématique paix, apaisement, oui, il faut aller à la causalité. Parce que la source, si vous voulez empêcher par exemple l'écoulement d'une rivière devant votre maison, vous ne pouvez pas bloquer l'eau devant votre maison, ça va déborder. Il faut aller à la source. Donc il faut s'attaquer à la causalité. C'est pour ça que je dis, il est très facile de redonner au peuple togolais ce qu'on lui a pris de force. Parce que le peuple s'est exprimé par référendum en 92 et a été clair, en aucun cas, nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. Il y a aussi des enfants. Et puis moi, ce qui me dérange, moi j'ai des enfants. Je serais ravi, très ravi de voir un de mes garçons devenir président de la République hier. Donc je ne peux pas cautionner quelqu'un qui veut s'asseoir à s'assiéter sur le fauteuil. Là, je ne suis pas, je suis vidé d'humanisme, d'humanité. Non. Disons les choses telles qu'elles sont. Non, ce n'est pas passionné. Oui, je vous dis, je vous donne, oui, j'ai besoin de le dire pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent ce qui se passe. Vous comprenez? Parce que, merci, écoutez, Rodrigue, merci. Nous n'allons pas tourner 3 fois. Retenez tout simplement que les mots sur lesquels le pouvoir joue, consensus, rétroactivité, mise du compteur à zéro, c'est eux qui viennent chaque fois avec et vous comprenez que c'est rien que du dilatoire.
Eh bien, Creux de Tété, très rapidement, répondez à cette question. En politique, on parle du rapport de force. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition a ce rapport de force, ou ce rapport de force est à son avantage pour pouvoir imposer les réformes à sa manière au pouvoir? Non, je ne pense pas que l'opposition est en situation de force aujourd'hui. Et également, mais moi je voudrais alors dire... on t'a vers un échec de ces réformes. Non, mais moi je ne peux pas prédire un échec. Je dis, il y a deux voies pour aboutir à ces réformes constitutionnelles et autres là. C'est la voie parlementaire et la voie référendaire. C'est la voie parlementaire qui a été choisie, qu'on laisse la procédure couler et après nous tirerons tous les conclusions. Merci à vous, Creux de Tété. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Médium. Également à vous, Rodrigue Aego, correspondant de Kanalka ici au Togo. Et également directeur agent du journal en ligne, la gazette du Togo.com. Merci à vous tous d'avoir accepté débattre de ces sujets de grande sensibilité politique avec nous ici à la Super Radio Métropolis Lomé. Merci Elie. En tout cas, l'avenir nous dira si il faut être encore, comment dirais-je, il faut espérer. Et là, moi je dis j'espère que demain, moi et mon confrère Creux de Tété viendront dans ce studio pour parler d'un peuple souverain qui serait en train de sourire, pas parce qu'une minorité aurait accaparé ses ressources, mais aurait lâché, comment dirais-je, les ressources au peuple, parce que ça appartient à tous. Eh bien, Credo, un dernier mot? Non, mais moi je crois que je ne vais pas donner un dernier mot parce que je ne peux dire que demain je n'aurai plus le Votre mot de la fin, peut-être. Mais mon mot de la fin, donc c'est inviter, convier tous les acteurs politiques à beaucoup plus de patience et puis de conscience et puis de penser au bien de ces populations. Les réformes sont importantes, mais qu'ils trouvent le mécanisme nécessaire pour le faire. Et on n'a pas besoin d'aller à l'insurrection, d'appeler les gens à la désobéissance civile. Donc je crois que ça sera un aveu de faiblesse que de vouloir déverser les pauvres jeunes, les populations dans les rues pour assouvir les intérêts de quelques hommes politiques que ce soit. Merci, c'est votre analyse. Merci à vous tous qui nous avez suivis ici sur la Super Radio Métropolis Lomé. Merci à Rapide pour l'assistance technique au micro. Et l'Iplim Goka Adokano, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.